Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Viva Culture, une émission que vous pouvez écouter le dimanche à 11h en direct ou en podcast, quand vous voulez, où vous voulez. Aujourd'hui, je vous propose un entretien avec Alain Bertrand, qui est peintre hyper réaliste, amoureux des États-Unis et des belles voitures. Il expose actuellement à la Galerie Hamon jusqu'au 2 juin, place de l'Hôtel de Ville. Ensuite, nous écouterons une chronique littéraire proposée par des étudiants de cours de littérature contemporaine dispensés par Sonia Anton à l'Université du Havre-Normandie. Aujourd'hui, c'est Lily Jacob qui nous propose une chronique composée autour du livre de Leila Slimani, Le pays des autres, publié chez Gallimard en 2020. Ensuite, nous écouterons une petite revue de presse que j'ai élaborée grâce à certains articles sur nos pratiques artistiques. Je vous en donnerai quelques nouvelles. Alain Bertrand. Mes respects. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, je vous appelle parce que vous étiez un petit peu cloué chez vous ces temps-ci, parce que vous exposez à la Galerie Hamon, place de l'Hôtel de Ville au Havre, et que votre exposition m'a touché par bien des aspects. Alors, on vous présente comme un peintre hyper réaliste. Oui. Vous êtes d'accord avec ce portrait ? Oui, on peut dire ça, oui. Voilà. Et j'ai remarqué que peut-être un des personnages principaux, du moins de cette exposition, c'est l'Amérique. Oui, on peut le dire. Mais oui, l'Amérique, c'est exactement ça. voilà, mais l'Amérique, vous la connaissez bien. Oui, je la connais bien, mais je la connaîtrai plus maintenant, parce que tant qu'il y aura Trump, je veux pas aller là-bas. Ah oui, d'accord. Mais vous y avez vécu, je crois. Oui. Oui. À un moment, j'ai travaillé là-bas aussi, pour des agences de publicité, et puis voilà. Et vous étiez à quels endroits ? Oui. Non, à ce moment-là, j'étais à New York. Oui. Mais j'étais me balader en vacances, si vous voulez. Oui. J'étais partout. Quand je dis j'étais partout, le seul État où je n'ai pas mis les pieds sur les 50 États, c'est l'Alaska. Oui. Sinon, j'étais dans tous les États. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a plu particulièrement aux États-Unis ? Oui, il y a plein de choses qui m'ont plu. Oui. Oui, il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui m'ont déplu aussi. Oui. Qu'est-ce qui vous a marqué en particulier ? Non, les paysages, les parcs nationaux. Ah oui. Ah oui. Et Monument Valley, c'est un truc de fou. Oui. Alors, évidemment, dans l'exposition à la Galerie Hamon, on voit surtout des paysages urbains. Oui, c'est vrai. Ouais. Et là, le personnage, dans le fond, qui ressort le plus, c'est la voiture. Oui, on peut le dire. Oui, mais là aussi, vous êtes peut-être un grand spécialiste des voitures. Non, grand spécialiste, je suis un grand amateur. Un grand amateur, oui. Oui, vous êtes collectionneur, je crois. Oui, c'est ça. Oui. Et plutôt des vieilles voitures. Oui, c'est des voitures américaines des années 50, de 40 à 60. Ah oui, voilà. Oui. Alors, il faut dire qu'effectivement, vous les placez quasiment presque toujours, pas tout à fait, au centre du tableau. Ou du moins, elles sont très visibles, ou des fois en arrière-plan. Oui. Quand on voyait des films américains, on voyait toujours des voitures. C'est vrai. Quand vous voyez des films qui se passent dans les années 60, vous voyez plein de voitures dans les rues. C'est des voitures des années 60. Oui, c'est vrai. Et alors, vous variez aussi, vous jouez sur les lumières, les ombres et les lumières. Vous savez, la peinture, c'est que ça. Franchement, vous pouvez prendre n'importe quoi. Vous pouvez prendre une éponge, n'importe quoi, un escabeau, ce qui fait, ça peut faire qu'un beau tableau s'il y a une belle lumière. Oui. Même avec un sujet assez commun, c'est
c'est la lumière qui fait le tableau, hein. Exactement. Oui, oui, alors j'ai encore dans l'œil cette locomotive, je crois, qui vient de la Ouais, lumière et qui va entrer dans un hangar ouais, ou un ouais, c'est ça. tunnel. Oui, oui, oui. Qui va passer de la lumière à l'ombre. Elle est magnifique. D'accord, bah merci, c'est Oui. sympa. Et puis aussi une vision de pluie. Je crois que c'est à une station-service. Ouais, Oui. ouais, mais Et j'aime bien faire les effets de pluie sur le sol et tout, avec les reflets. oui, c'est ça. C'est ça. Oui, oui. Et je vous avoue que c'est très bluffant. Ah bon? Parce que quand, mais bah oui, parce que quand on entre dans l'exposition, au début, on pense que ce sont des photographies, quasiment. Et encore, Et je vais encore. vous dire et encore, je vous dirais Allez-y. que j'ai ralenti parce que avant, quand je faisais de la pub, Oui, vous en avez vu plein que j'ai fait et oui, vous avez cru que c'était des photos. Parce que là, au début que j'ai fait la première expo que j'ai fait de ma vie, oui, j'avais fait des trucs plus hyper réalistes que ça, et les gens effectivement croyaient que c'était des photos. Et du coup, j'ai freiné un peu sur la définition oui, pour que ça ressemble plus à des peintures, hein. oui, oui, oui. Oui, mais c'est vrai que vous avez réalisé beaucoup de publicités, d'affiches, Ouais, ouais, de ouais, ouais. couvertures de magazines. Ouais, ouais, j'ai fait beaucoup de. J'en ai fait à peu près, à peu près 8000. 8 000. Ouais, 8000 dessins, alors des plus petits dessins de Oui, rien du tout, à des 4x3, des campagnes mondiales. J'ai fait les campagnes mondiales pour Raider, pour Twix, vous voyez oui, les barres chocolatées. oui, Bon, j'ai fait des campagnes de pub pour Peugeot, Renault, Darty, oui, j'en ai fait plein, tu vois. oui, oui, J'ai bossé pour Spielberg, oui. j'ai fait des visuels pour Jurassic Park. Ah oui, Ouais, ouais, j'ai fait du dinosaure d'ailleurs là. voilà, c'est Et ça. puis, j'ai bossé pour Coppola aussi. Oui, oui, oui. Oui, oui. Ah, vous dites donc que vous étiez bien implanté aux USA et Ah connu. non, mais non, non, ces deux choses-là, là, Oui. Coppola et Spielberg, je les ai fait en France, hein. Ah oui, oui, oui. Ouais, ouais, ils m'ont recruté d'ici, hein. C'est ça, mais vous avez découvert peut-être là-bas ou dans la publicité, dans les Non, que affiches. j'en sais Vous rien savez d'ailleurs, pas. j'en sais Oui. rien. Oui, oui. Oui, oui. Ah, ben vous avez un pressbook important. Ouais, Et ouais, non, mais c'est. oui, je crois que aussi ce qui m'a frappé dans vos tableaux, c'est que dans le fond, au début, je croyais qu'il n'y avait personne. Et évidemment, ça me faisait penser aux ambiances de Hopper. Oui, alors? Et puis en fait, il y a des personnages tout le temps. Ouais. Tout le Qui sont temps. plus beaux que ceux de Hooper, hein. Oui. Mais bon. Oui, mais je crois que l'ambiance quand même de Hopper vous plaît. Même si son Ouais, ouais. dessin vous déplaît. Ouais, ouais, non, mais voilà, je suis d'accord avec vous. Oui, oui. Mais c'est quelque chose qui vous a frappé peut-être, c'est une sorte d'ennui que vous avez trouvé chez peut-être chez les Américains ou chez certains Américains. Oui, bon, bah, ils s'ennuient pas tous, mais là, on parle de l'Amérique profonde, là. Ouais, Oui, ouais. oui, oui. Parce que quelquefois, effectivement, on pourrait avoir un sentiment de solitude. Mais je Ouais. remarque que vos personnages, par exemple, il y a une sorte de garagiste qui se penche à la portière d'une automobile arrêtée, ou deux personnes en train de dialoguer face à face dans des fauteuils. En arrière-plan, il y a un bel autocar qui est en train de passer dans la lumière. Donc, il y a des échanges. Ouais, d'accord. C'est pas toujours des personnages solitaires. Non, non, non. Oui. Il y a un autre peintre que l'on cite à votre sujet, c'est Rockwell. Oui, non, mais non, non, c'est mon maître. Oui, J'arriverai jamais à la cheville, d'ailleurs, hein. oui, oui, Voilà, mais non, c'est tout, hein. oui. Ah, Mais, Norman Rockwell, j'adore, ouais. Mais vous avez visité son ouais. Ouais, atelier? Oui, j'ai visité son atelier, sa maison. J'étais, euh, j'étais à la source. oui, oui, mhm, Voilà. oui, oui. Il y a aussi une toile qui m'a frappé. Je crois que c'est avec un ciel très très nuageux. Et Très. l'autocar. Oui, oui, Ah, voilà. ça va être. Ouais, ouais.
c'est ça. Là, le ciel prend une part importante. Oui, c'était volontaire. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. En fait, quand vous peignez, c'est d'après photographie, c'est sur le Alors terrain, là, je c'est vais vous où? dire, alors il y a des fois, il y a, ça part même d'un truc que je vois à la télé Oui, et dans un film, et puis après, hop, c'est parti comme ça. Mais des fois, effectivement, quand vous peignez une voiture, si c'est une Chevrolet de 1952, il faut qu'elle ressemble à une Chevrolet de 1952 et pas à n'importe quelle bagnole. ah oui, Et exactement. ouais, voilà. Ah Alors du oui, coup, effectivement, je me sers de modèle, hein, de photo. oui, bien sûr. Mais Oui, après, le problème, c'est de remettre tout dans la même lumière. Alors, c'est même ça. si je pars de 7, 8, 10 photos pour faire un visuel, mais le principal, c'est de remettre tout dans la même lumière. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Donc c'est plutôt... oui, effectivement, les voitures posent pour vous. Ouais, On peut dire ça. d'accord. On le sait. Oui. Alors, votre exposition dure jusqu'au 2 juin. Ouais, c'est Donc, on a ça. tout le temps d'aller l'admirer avec beaucoup d'intérêt parce qu'effectivement, on est transposé aussi dans le temps. C'est pas seulement dans l'espace aux USA, mais c'est aussi dans le temps parce que c'est une certaine Amérique que vous peignez. Oui, oui, c'est l'Amérique qui n'existe plus, hein, déjà, et d'une, et c'est l'Amérique qui a bien changé, parce que maintenant, avec l'autre fou qui a au gouvernement, Oui. avec ouais, Trump, bon, c'est plus du tout cette Amérique-là. Hein. Ah oui. Vous, c'est plutôt les années 40-60. Oui, c'est ça. Oui. Et c'est plutôt du coup une Amérique mythique, on pourrait dire. Oui, c'est ça. Oui, ce qu'on voit dans les films. C'est Oui, ça. voilà. Oui. Oui, oui. Oui. Vous avez une grande culture cinématographique? Ouais, c'est quand même un peu. Oui. Ouais, Oui, ouais. oui. Oui. Oui, ça c'est assez prenant parce qu'effectivement, on a dans l'image certaines, dans la tête, dans la mémoire, certaines images de légendes dans le fond. Ouais, d'accord. Oui. Eh bien, écoutez, Bon, j'étais très contente de vous parler. Et puis, vous continuez. Qu'est-ce que vous êtes en train de peindre en ce moment? bah là, je suis en train de peindre un couple devant une Studebaker jaune. Oui. Ah oui, oui, La oui. fille, elle est assise sur le capot et le type la tient par l'épaule. Voilà. Voilà. Alors là, c'est Alain Bertrand et l'amour, comme Renoir et l'amour. Voilà. Voilà. Oui, oui. À part que les nanas sont un peu moins grosses que les nanas de Renoir. Un peu moins plantureuse, on va dire. Ouais, Oui, vous avez une collection de vieilles voitures, je crois. ouais. Oui. J'ai une collection de vieilles voitures et une collection de vinyles, Ah de oui, disques vinyles. voilà. Voilà. J'en ai 12 000, Ouh là 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 là. Est-ce que vous peignez en musique aussi, en les tout le écoutant? temps, tout le Oui. temps. Ah oui, tout le temps. Oui. Ouais, Ah oui, oui, oui. Et j'ai remarqué, c'est de la peinture à l'huile hein, que vous ouais, c'est utilisez. ça. Oui. Oui, oui, c'est ça. Oui. C'est une technique un peu particulière. Oui, c'est un peu particulier, mais c'est plus agréable à faire que la peinture à acrylique. Hein. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est Ça ça. sèche moins vite, on peut retravailler. Oui, Il y a voilà. plein de. Techniquement, c'est quand même vachement mieux. Hein. Oui, oui, oui. 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 Voilà. Voilà, eh bien, un grand merci. Au Il n'y a revoir, pas de Alain quoi. Merci, Bertrand. Merci, merci à merci. vous. Au revoir. Au revoir. À livre ouvert. À livre, À livre ouvert. À livre ouvert. Un livre À ouvert. livre ouvert. Un livre ouvert. À livre ouvert. Une émission littéraire des étudiants de lettres de l'Université du Havre. Un livre À livre ouvert. ouvert. Le pays des hôtes est avant tout un voyage au Maroc.
Un voyage vers une autre langue, une autre culture, une autre histoire. Un voyage dans le cœur d'hommes et de femmes oubliés. Une invitation à regarder au-delà des frontières, dans les yeux des autres. Une ode à la beauté marocaine, vivante et brûlante. Le même désarroi l'avait saisie quand elle avait atterri à Rabat, le 1er mars 1946. Malgré le ciel désespérément bleu, malgré la joie de retrouver son mari et la fierté d'avoir échappé à son destin, elle avait eu peur. Elle avait voyagé pendant 2 jours, de Strasbourg à Paris, de Paris à Marseille, puis de Marseille à Alger, où elle avait embarqué dans un vieux junker et avait cru mourir. Assise sur un banc inconfortable, au milieu d'hommes aux regards fatigués par les années de guerre, elle avait eu du mal à retenir ses cris. Pendant le vol, elle pleura, elle vomit, elle pria Dieu. Dans sa bouche se mêlèrent le goût de la bile et celui du sel. Elle était triste, non pas tant de mourir au-dessus de l'Afrique, mais à l'idée d'apparaître sur le quai où l'attendait l'homme de sa vie dans une robe fripée et maculée de vomi. Finalement, elle atterrit saine et sauve, et Amine était là, plus beau que jamais, sous ce ciel d'un bleu si profond qu'on aurait dit qu'il avait été lavé à grande eau. Son mari l'embrassa sur les joues, attentif au regard des autres passagers. Il lui saisit le bras droit d'une façon qui était à la fois sensuelle et menaçante. Il semblait vouloir la contrôler. Leïla Slimani, écrivaine franco-marocaine, nous livre un récit intime et douloureux, une lecture à la fois douce et puissante, un roman audacieux, historique et engagé, mais avant tout métisse. L'autrice ouvre son roman par cette citation « La damnation de ce mot, métissage, inscrivons-la en énorme sur la page. Édouard Glissant, l'intention poétique. » Ici, c'est comme ça. Cette phrase, elle l'entendait souvent. À cet instant précis, elle comprit qu'elle était une étrangère, une femme, une épouse, un être à la merci des autres. En 1944, Mathilde, une Alsacienne brillante et séduisante, tombe follement amoureuse d'Amine, un Marocain sensuel et menaçant, venu combattre pour l'armée française. La jeune femme s'installe avec lui à Meknès pour y fonder une famille, point de départ de ce roman. Le roman est une fresque familiale brûlante. Les tensions familiales comme miroir des fractures sociales et coloniales du pays, les rapports de domination et l'oppression féminine comme fondation du roman. L'engagement qui émane de cet ouvrage est puissant et ardent, entre dénonciation des inégalités et évocation des tensions coloniales et des prémices de l'indépendance marocaine. L'autrice se veut nuancée dans son propos, refusant le manichéisme et valorisant des personnages complexes. Sa volonté première est alors de montrer plutôt que de juger. L'écriture, elle, est immersive et sensorielle, le paysage marocain étant incarné, presque palpable, par les lecteurs. Les personnages sont profondément humains, aussi repoussants qu'attachants pour certains. Le pays des autres est une œuvre marquante pour son universalité, entre quête d'identité et d'appartenance, volonté d'exil et de liberté. La résonance est contemporaine, faisant écho dans les cœurs de chacun. Qu'importe pour qui notre cœur chavire, qu'importe la couleur de notre peau, qu'importe à qui sont dédiées nos prières. Prenons des nouvelles de différentes pratiques artistiques. Tout d'abord, le cinéma. C'est un article du 29 avril qui le rappelle dans Le Monde. En fait, la fréquentation en salle repart enfin, plus 17% entre le 1er janvier et le 19 avril par rapport à la même période de 2025. Et le CNC rappelle que le nombre d'établissements en France est de 6365 écrans en 2024, soit 251 multiplex et 1113 cinémas mono-écran.
et l'Hexagone détient un parc important de 1290 salles classées art et essai. Et justement, en ce moment, des tensions s'élèvent entre les multiplexes et les petites salles. Les multiplexes, certains en tout cas, cherchent à affaiblir les petites salles de cinéma proches au motif qu'elles seraient susceptibles de leur faire de l'ombre en termes d'exposition et en termes de prix des places. Il est vrai que les salles dépendantes des municipalités peuvent offrir des tarifs subventionnés un peu plus bas afin de permettre à un public plus large d'accéder aux films. Mais, bien sûr, une restriction d'accès aux films fragilise la diversité culturelle. Parlons du livre, et c'est une tribune d'un historien spécialiste de l'Union soviétique, Andreï Kosovoï, qui nous alerte. Il dit « Le livre est une arme idéologique majeure » et il rappelle l'inquiétude en Russie, qui est un pays dont l'histoire dramatique nous offre un récit en forme d'avertissement. De même, l'Amérique de Trump, dit-il, nous offre un exemple saisissant de la manière dont les choses peuvent déraper et vite. Alors il rappelle que la civilisation soviétique a connu pendant plus de 70 ans une place centrale donnée aux livres et à la littérature. Malheureusement, la censure a été vite établie, que ce soit sous Lénine, Staline et bien sûr maintenant sous Poutine. Alors on connaît un vaste pan de littérature interdite, mais quelles sont les réactions des lecteurs et des auditeurs ou des libraires? Par exemple, le développement d'un marché noir du livre. Ou bien, les soviétiques se sont habitués à chercher dans la littérature et la poésie des messages cachés, parfois, mais aussi une évasion, un refuge. Et la littérature et la poésie ont ainsi connu un nouvel âge d'or. Le livre est également devenu une arme de l'affrontement Est-Ouest, et c'est l'exemple du docteur Zhivago qui est particulièrement parlant, puisque le roman n'est publié en Russie que pendant la perestroïka, un âge d'or pour le secteur de l'édition soviétique, qui connaîtra à partir de 1989 un début de libéralisation. Alors la censure, évidemment, certains écrivains s'exilent, et pour survivre, auteurs et éditeurs s'auto-censurent. Les libraires sont confrontés au risque de fermeture administrative. Que font-ils? Ils retirent des rayons les livres indésirables, à l'inverse, mettent en valeur ceux relevant de la thématique Z, soit pro-guerre. Et, pour contourner le boycott des éditeurs étrangers, certaines maisons russes choisissent de résumer ou réécrire les livres pour ne pas risquer de sanctions pour violation de droits d'auteur. Et les lecteurs, eux, se tournent le plus souvent vers les bibliothèques. Alors les bibliothèques, parlons-en, c'est un article dans Le Monde du 25 avril qui nous parle des bibliothèques avec une jolie photo d'ailleurs de la bibliothèque Oscar Niemeyer prise le 13 août 2025. Et l'article nous rappelle que 35 000 agents ou contractuels travaillent dans les bibliothèques municipales françaises. Les prêts explosent et les bibliothèques se sont muées au fil des ans, devenues des médiathèques, elles se sont muées en centres culturels. Ce sont des points lecture de premiers acteurs culturels de proximité. Bien sûr, elles connaissent quelques fragilités, c'est le manque de moyens qui s'ajoute aux tensions en hausse avec des usagers plus nombreux. Bien évidemment, les bibliothèques sont le reflet de la société. Et revers de la médaille, paraît-il, invectives, agressions, dégradations, voire narcotrafic. En fait, même fragilisées, dit l'article, les bibliothèques sont essentielles à l'accès au savoir. Parlons maintenant de la musique, et l'article est tout à fait réjouissant. C'est un entretien avec une chercheuse en neurocognition, Isabelle Peretz, qui détaille les effets des sons et des chansons chez les malades. Et elle nous révèle que chanter, par exemple, apaise. Et quand nous écoutons une musique à la pulsation claire et régulière, les régions motrices sont activées. Et ceci
a été mis en évidence par des chercheurs. La musique a un effet antalgique. Cet effet est bien documenté. Les patients, par exemple, exposés à la musique, ressentent moins de douleur. Et les signes vitaux, comme la diminution du rythme cardiaque, de la pression et du cortisol, qui est l'hormone dite du stress, nous montrent bien que l'effet antidouleur de la musique n'est pas seulement le seul fruit de la distraction ou de l'autosuggestion. Elle nous rappelle également que le fœtus perçoit les sons dès la 24e semaine de gestation et en garde une trace, une forme de mémoire implicite de la voix maternelle pendant des mois après la naissance. Le chant de la mère, et ceci vient des études menées par Manuela Filippa de l'Université de Genève. Le chant de la mère apaise à la fois la mère et son bébé. Tous deux produisent alors plus d'ocytocine, cette fameuse hormone dite de l'attachement, qui a aussi comme propriété d'atténuer l'anxiété et sans doute aussi la douleur. Le chant sert ici de nutriment pour le cerveau. Finalement, la musicopée est naturelle, spontanée et procure du plaisir. Cette libération de dopamine repose donc sur des données probantes. Elle aime aussi à souligner, cette chercheuse, l'effet extraordinaire de vibrer avec les autres, d'où évidemment le succès des concerts ou des danses. Elle dit: le plaisir est amplifié par la présence des autres et si, en plus, vous suivez le rythme avec des gens en chair et en os. C'est le côté rassembleur de la musique qui crée une connexion avec les autres et qui est récompensé par le cerveau. Finalement, la conclusion, c'est que la musique n'est pas accessoire. Tout comme le sport et l'alimentation, elle agit sur le cerveau, sur le corps, les émotions et les liens sociaux. Vous venez d'entendre Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre, présentée par Isabelle Royer, réalisée grâce à Margot Poutavi. À notre agenda culturel, notez une exposition majeure, c'est à la Maison de l'Armateur. Elle fête à sa façon la loi Taubira qui a été élaborée le 21 mai 2001, reconnaissant la traite et l'esclavage comme crimes contre l'humanité. La Maison de l'Armateur, souvenez-vous, c'est une maison qui a été acquise par un grand propriétaire à l'aube du 19e siècle, grâce à une fortune bâtie sur l'exploitation de milliers d'hommes et de femmes déportés depuis l'Afrique, Martin Pierre Foch, c'est quai de Lille. Souvenez-vous également qu'en 2006, on a proposé la date du 10 mai pour en faire la journée nationale des mémoires de la traite et de l'esclavage et de leurs abolitions. Et en 2017, on a décidé que le 23 mai était la journée nationale en hommage aux victimes de l'esclavage colonial. Alors, la Maison de l'Armateur a proposé à 2 artistes de hanter cette maison, de la préparer à nous accueillir. Il s'agit de Emmanuel Gall et Harry Amott, et elles mêlent leurs œuvres personnelles et à 4 mains préparent également une visite performée de la Maison de l'Armateur lors des Journées européennes du patrimoine 2026. Je vous invite à nous rejoindre, adhérer, réadhérer, et puis bonne semaine à vous, au revoir.